Nous voici donc pour une nouvelle vidéo, d'entretien, le deuxième entretien pour un expat en Russie, un expat à Krasnodar. Nous allons lui poser beaucoup de questions, il va s'exprimer librement, mais avant, générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir et être tenu au courant de nos nouveaux vidéos, puisque nous allons en produire beaucoup, en particulier ce mois de novembre. Maintenant, commençons. Nous allons commencer avec Sébastien. Vous l'avez déjà, vous le connaissez, pour certains vous le connaissez déjà, puisqu'il est intervenu sur Telegram quelques fois. J'en ai également parlé. Mais pour aller au plus simple, on va faire tout simplement une chose, c'est qu'il va se présenter lui-même. Eh bien, bonjour Fabrice et bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Alors, juste une petite rectification. Tu parlais d'un nouvel expat. Je me considère plus comme réfugié que comme expatrié. C'est un petit point qui a son importance. À la présentation, Fabrice va être un petit peu plus longue que ce que généralement on peut attendre d'une présentation, parce que c'est très important de savoir de savoir certaines choses. Déjà, la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté ta sollicitation aujourd'hui pour parler, me présenter mon cas. Moi, personnellement, j'ai absolument aucun intérêt, j'ai rien à vendre, et j'ai pas forcément intérêt à ce que tous les Français viennent en Russie, et encore moins à Krasnodar. Il faut savoir qu'on est une dizaine de Français, je crois, en permanence. Hein, je compte pas les expatriés, les touristes, etc. Sur une ville d'1,5 million bien tassée d'habitants. Donc, quand je vais quelque part, je suis le petit Français et j'ai pas envie de voir arriver 500 000 braillards. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu. Ouais, s'ils sont bretons, ça va. Évidemment, sauf des Bretons. Les Bretons. Comme un cueilleur de champignons qui dévoilera jamais les endroits où il a trouvé toutes ces morilles. Je vais certainement pas aller voir les gens en leur disant venez, comme si tu trouves une plage de sable blanc sur la Côte d'Azur, tu vas pas aller dire venez, on peut se garer. Non, t'es tout seul, tu le gardes ton secret. Moi, c'est un peu ça, parce que j'ai vraiment accroché sur la Russie, mais surtout Krasnodar, je pense. Je suis vraiment, je m'y attendais pas, mais j'aime beaucoup, et donc moi j'ai rien à vendre. C'est juste la raison. J'en viens à ce que je voulais dire. La raison pour laquelle j'ai accepté de parler aujourd'hui, c'est tout simplement pour défendre la Russie, parce que je suis allé en France il y a pas très longtemps, il y a deux mois, je crois. J'ai vu des choses. On peut pas. On dit que je peux pas entendre ça. J'ai déjà claqué la porte dans un repas de famille. Des choses comme oh, tu vas en Russie, t'as pas peur? C'est énorme. Alors au début ça me faisait sourire. À la fin non. Tu vas sur le site officiel, hein, le site de l'ambassade, je crois, qui te disent Russie classée comme pays dangereux pour voyager. Faut arrêter. Voilà. Et à un moment donné, faut que je prenne la parole. Le mensonge est plus souvent trahi par le silence que par le mensonge. La vérité est plus souvent trahie par le silence que par le mensonge. Je pouvais pas me taire face à ça. Donc je voulais juste expliquer à ceux qui veulent m'écouter, expliquer un petit peu ce que je fais et ce que je vis au quotidien. C'est pas, on en parlera plus tard. C'est pas tout rose, hein, mais c'est absolument pas ce qu'on nous décrit. Alors pour me présenter, écoutez. Un très bel homme d'1,80 m avec les yeux bleus. Je te vois sourire, Fabrice, mais je veux en venir quelque part en disant ça. C'est tout simplement ainsi que la deuxième partie de ma présentation, mon parcours universitaire et professionnel. Je ne suis pas du tout, on pourrait un petit peu cataloguer le Français qui vient. C'est un petit peu le gars qui est pas très beau puis qui a sa dernière chance de trouver une femme ou voilà. Pas du tout, hein. Je plaisais beaucoup aux filles en France, ça va très bien là-dessus. Je suis marié, c'est pas du tout pour là que je suis là, pour ça que je suis ici. Et la deuxième chose, c'est professionnellement. Donc je suis chef d'entreprise, ça marchait et marche très très bien pour moi. J'ai un double cursus juridique et commercial. Voilà, c'est pas non plus
le vieux fasciste qui est là en espérant trouver un régime autoritaire sur lequel il fantasme en France. Pas du tout. Je suis un père de famille presque plan-plan, en dehors des affaires où je suis un requin. Mais dans ma vie quotidienne, je vais toujours manger au même endroit, je m'habille toujours pareil. Je suis vraiment pas l'explorateur ni voilà. Non, c'est vraiment monsieur lambda, voilà, monsieur lambda qui est venu vivre en Russie. Voilà, voilà, un quadragénaire, chef d'entreprise, père de famille. Voilà mon profil. Introduction punch, mais c'est ton caractère. C'est ce qu'on aime quand on te rencontre, Sébastien. Alors, deuxième question, pratique. Ton arrivée en Russie, quand, où, comment? Alors, mon arrivée en Russie, c'est une très très bonne question. C'est important. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté de parler, c'est que j'ai une certaine légitimité ici. Je suis arrivé pour la première fois il y a quand même une dizaine d'années à Moscou, j'ai travaillé. Et je parle de légitimité parce que j'ai en Russie et en France, simultanément, parfois successivement, été et locataire, et propriétaire, et salarié, et chef d'entreprise. Donc je peux comparer, contrairement à ce que j'ai entendu en France, des personnes qui m'expliquaient la Russie sans même savoir où se trouve la Crimée, mais sans savoir placer Yalta sur une carte. Et je ne suis pas non plus arrivé hier comme ça j'ai pu le rencontrer quand vous allez dans les pays asiatiques, surtout au Vietnam, etc., ou parfois en Afrique. C'est l'archétype de la personne qui à 40 ans n'a jamais rien fait de sa vie, hérite de l'appartement de sa grand-mère, le vend, et va vivre comme un pacha avec des domestiques pendant 10 ou 20 ans, en disant à qui veut l'entendre, la France, c'est de la ici, il fait tout le temps soleil, etc. Et ces mêmes personnes, on les retrouve à 60 ans, complètement décrépits par le soleil, ruinés, parce qu'ils n'ont rien fait de leur vie, à faire la manche à l'aéroport, pour venir bénéficier des avantages sociaux et de la retraite en France, alors qu'ils n'ont jamais cotisé. Voilà, je suis pas de ceux-ci. Oui, alors donc pour ce qui concerne mon expérience quand je suis arrivé en Russie, la raison pour laquelle je peux parler, c'est que ici, j'ai vécu un peu tout ce qui peut arriver à un citoyen dans un pays, c'est-à-dire que je me suis fait opérer, j'étais à l'hôpital sous anesthésie générale parce que j'ai eu un petit problème de santé, enfin petit, gros, quand on se fait opérer généralement. Je suis allé au tribunal. Problème avec les voisins, il y a en Russie, oui, je vous expliquerai tout à l'heure, mais il y a aussi des gens qui divorcent, il y a aussi des gens qui ont des problèmes de succession, il y a aussi des... Voilà. Mais voilà, je peux parler parce que je crois que j'ai été un peu dans toutes les situations qu'on peut se trouver, qu'on peut rencontrer quand on vit dans un pays. Quand es-tu arrivé en Russie? Alors, pour en revenir à la date de mon arrivée il y a une dizaine d'années à Moscou, je suis reparti en France, revenu régulièrement plusieurs fois par an parce que j'ai des biens immobiliers dont je devais m'occuper, et je suis arrivé définitivement il y a plus d'un an maintenant en Russie, et plus d'un an à Krasnodar en tous les cas. Donc avant t'es passé par où? Une grande ville, petite ville, ville moyenne? Bon, moi je connais ton histoire, mais en Russie bien évidemment, là vraiment pas tes différents voyages quand tu étais encore ancré en France et que tu voyageais de temps en temps en Russie, mais lorsque tu as décidé de venir vivre en Russie, t'es pas venu directement à Krasnodar. Bah non. En fait, ce que j'avais planifié, c'était d'aller habiter à Saint-Pétersbourg, parce que c'est très européen, une capitale culturelle, c'est très gros, facilité pour les documents, et puis surtout des vols quotidiens, Paris-Saint-Pétersbourg, un petit coup de blues, je savais pas ce qui allait m'attendre, hein, partir très très longtemps, définitivement. Est-ce que j'ai pas envie de rentrer de temps en temps? Un problème familial, je ne sais, mes parents sont encore en France, donc et donc je suis arrivé là-bas, j'ai un appartement, et j'ai fait un hiver, hein, pas deux. Un hiver, j'ai pris un billet d'avion pour le sud de la Russie sans connaître du tout. Hein. J'ai commencé par Sotchi, où j'ai pas trop accroché. Alors, une semaine de vacances, super, cocotier palmier, mais trop béton, trop tout, voilà, trop tout, c'est un petit peu Disneyland. Si tu vois que les décors, ça a été fait vite et pas forcément. Et puis les
problème de canalisation. Je suis allé là-bas, mon fils est tombé malade. C'est pas, il n'y a pas l'âme de ce qu'on peut trouver à Krasnodar, par exemple. Et puis, ben, comme j'ai vu que Sochi, c'était pas forcément évident. L'activité là-bas, ça fonctionne de 2 mois par an, hein, juillet-août. Le reste du temps, ben, et Krasnodar. Je suis venu à Krasnodar et là tout de suite j'ai mis le pied par terre. J'ai compris que il y avait quelque chose à faire sur la vie professionnelle et la vie privée. En fait, à Saint-Pétersbourg, tu as fait ton maudit français au Canada. Et les gens qui, généralement, les Québécois, les Canadiens francophones, on va dire les Québécois, parce que le Canada, c'est comme la Belgique, c'est pas un pays, ils viennent, et puis le premier hiver, c'est le test. Si tu passes le premier hiver, bon, c'est bon, tu peux rester. Et Saint-Pétersbourg, ça a été ton Canada à toi. Bon, maintenant, plus sérieusement, pour tous ceux qui écoutent, je ne lui ai pas fait le script pour parler de Krasnodar. Hein. S'il est sur Krasnodar, c'est qu'effectivement, il a des raisons qu'on va en partager. D'ailleurs, partir sur une question d'ordre plus général et puis revenir sur Krasnodar à la fin et sur les raisons profondes, c'est pourquoi venir en Russie depuis quand tu pensais à ça? Alors, on a vu ton parcours qui, pendant un certain temps, tu passais parce que tu as des liens familiaux, des liens d'intérêt, d'investissement. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de franchir le pas? Quel est le déclencheur dans le processus qui fait que maintenant tu vis en Russie et en aucune manière tu feras marche arrière? Moi j'ai un passeport français, hein. Je suis français. Ça me permettait d'accéder à, je sais pas, 160 pays sans doute, peut-être plus même, c'est-à-dire quasiment partout dans le monde. Je dirais presque qu'en Russie, à part peut-être la Corée du Nord, c'est presque le pays qui me posait le plus de problèmes au niveau administratif pour venir habiter librement. J'aurais pu aller, si j'aimais les pays de l'Est, en Lettonie, en Estonie ou je ne sais pas, et puis en Bulgarie. Oui, par exemple, je peux aller à peu près partout, hein. Mais moi moi c'est les chiffres. J'ai les pieds sur terre. Je ne pars pas sur un coup de cœur. Et c'est d'ailleurs une autre chose qui fait que j'ai une légitimité, c'est que moi j'étais pas amoureux de la Russie à la base. C'est vraiment la raison qui m'a fait venir là. Et quand je critique positivement ou négativement, c'est pas mon cœur qui parle, hein. C'est vraiment, vous savez, quand un homme est amoureux d'une femme ou l'inverse, il voit pas ses défauts, il est aveugle. Alors on peut dire, oh, la Russie c'est super, etc. Non, c'est pas vrai, il y a des défauts que je pèse. Mais j'ai tout mis dans un tableau, j'ai vécu, alors j'avais déjà un appartement, c'est pour ça je joue pas pour beaucoup, simplement que malheureusement la maman de mon épouse est décédée, et on a hérité de cet appartement, donc c'était pour moi vraiment un pied-à-terre, c'était facile, là, il était déjà là. Et j'ai vécu en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne 2 ans, si on peut de caractère, même de physique, hein, je suis blond, les yeux bleus, je suis plutôt germanique, même je dirais même profondément alémanique dans le caractère, cette partie, ma grand-mère est alsacienne, cette partie qui va d'Alsace à l'Autriche, tout le sud de l'Allemagne et le nord de la Suisse, la partie allemande de la Suisse, dans le caractère, je suis très carré, très très carré. Et l'Allemagne m'aurait vraiment plu. J'avais une opportunité en Australie aussi. On m'a appelé là-bas. J'aurais très bien pu faire ma vie en Australie avec un pont en or, un professionnel. Et j'ai pesé les plus, les moins. J'ai des enfants. Voilà, vraiment, surtout les enfants, puisqu'on me demande pourquoi la Russie. Sans doute également beaucoup pour l'éducation des enfants, leur avenir. Et puis moi, en tant que chef d'entreprise, le potentiel économique. Je pense que si la Russie n'est pas encore au sommet, l'avenir, je le vois plus en Russie qu'en Europe ou aux États-Unis. On appelle ce qu'on appelle, quand on a fait du marketing, le cycle de vie des produits, lancement, croissance, maturité, déclin. Pour moi, la Russie, c'est un gros potentiel qui est en phase de croissance, et le reste, c'est en phase en maturité, voire en phase de déclin. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi la Russie. Tu avais quelque chose à rajouter sur cette question? Non, simplement qu'effectivement, dans les points qui m'ont fait penser la balance dans le sens de la Russie, c'est également effectivement que la maîtrise de la langue, ma femme est russe, mais ça change pas grand-chose parce que elle a fait son Erasmus en Allemagne, on parle allemand, enfin moi je parle allemand, donc ça aurait très bien pu également être l'Allemagne, je parle anglais, ça aurait pu être un pays anglophone. C'est
encore un petit plus, mais c'est pas du tout la raison principale pour laquelle je suis venu ici. Elle tenait pas, elle, forcément plus que ça à revenir en Russie, même si elle était, comme beaucoup de Russes, très patriote. Quelles sont en fait les raisons profondes? Tu as donné les raisons alors rationnelles, la raison d'un chef d'entreprise, quelqu'un qui regarde les meilleurs intérêts pour lui, pour sa vie, pour ses obligations de chef de famille, pour les enfants. Mais les raisons profondes, il y a toujours plusieurs raisons, il n'y a jamais une seule cause, un effet, une action. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire et c'est une des raisons principales, je pense, pour laquelle tu as accepté cet entretien. Oui, la raison pour laquelle, non pas je suis venu en Russie, mais la raison pour laquelle j'ai quitté la France, c'est deux choses différentes. Parce que je suis venu en Russie, je l'ai expliqué, c'est un raisonnement presque mathématique. La raison pour laquelle j'ai quitté la France, c'est plus là d'ordre moral. Eh bien, j'étais en France donc automobiliste, propriétaire immobilier, chef d'entreprise, père de famille, marié à une femme. Bon, vraiment là, oui, c'est l'endroit où il faut pas être, quoi. Je morflais, même pas forcément fiscalement, si tu me permets une petite. Faut bien comprendre que c'est pas matériellement l'aspect fiscal qui m'a fait partir, parce que je m'en sortais pas si mal que ça. Et alors là, tu vas me faire des gros yeux. Mais je suis pas, on parle pas de politique, mais je vais pas défendre ou taper sur quelqu'un. Tout le monde tape sur Macron à longueur de journée. Quand c'était Hollande, c'était une catastrophe. Sarkozy qui devait passer les cités au Karcher, bon, à part un radar tous les 20 mètres sur la route, je sais pas ce qu'il a fait, etc., etc. Donc Macron, oui, d'accord, mais pas plus que les autres. Et moi, quand il était ministre de l'économie, la loi Macron sur le suramortissement, merci, parce que j'en ai profité. Qui est-ce qui a mis fin au RSI en France? C'est lui également. Donc je suis pas là, je suis vraiment objectif, attention. C'est pas la fiscalité qui m'a fait partir. Quand j'ai eu affaire à l'administration fiscale, je suis toujours tombé sur des personnes très courtoises qui m'ont bien renseigné. J'ai jamais eu de soucis, je jouais le jeu. Quand je me suis installé, je savais que la fiscalité c'était 47% sur les bénéfices. J'ai pas d'abord ouvert mon entreprise et après ouais, laissez pas. Bah non, si ça me plaît pas, j'avais qu'à passer un concours dans l'administration et puis être fonctionnaire. Enfin, non, je critique pas du tout cet aspect-là. C'est vraiment la morale. Je me sens presque plus en France entre guillemets ou en accord à l'étranger, en Russie, que en France. Je me sens plus chez moi ici qu'en France sur les valeurs morales, les choses de bon sens. J'ai quelques exemples. La famille. Ah oui, voilà, ouais, complètement. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas homophobe, je suis pas. Mais même parce que c'est peut-être un peu délicat de parler de ça, mais j'ai des amis homosexuels, j'ai un oncle qui est homosexuel en France, et même eux s'insurgent contre ce qui se passe. Ils nous réduisent à tiens, c'est pas compliqué, je regarde plus du tout les informations ni la télé française, de toute façon on n'a pas la télévision, mais sur internet forcément, comme je fais quelques recherches en français, il y a des choses qui me sont proposées. Je suis tombé sur quelqu'un, je crois qu'il s'appelle Mathieu Delormeau. C'est un homosexuel, je crois. Mais il est sorti de ses gonds dans une émission parce qu'on le comparait à le blond qui chante, enfin la blonde, Hassine Bilal Hassine. Ah, ouais, peut-être Bilal. Ouais, avec une perruque. Il dit mais c'est pas ça les homosexuels, arrêtez de nous. Même eux, la France, je peux en parler parce que là c'est les raisons pour lesquelles je suis parti. Ils ont réussi à mettre une ambiance d'homophobie, de racisme, de monter les gens contre les autres, même les femmes contre les hommes et les hommes contre les femmes. C'est à marcher sur la tête. Ah, monsieur, les hommes, les femmes, là vous êtes discriminatoire. Il y a plusieurs genres. Oui, non mais c'est par exemple, non mais c'est pas marrant. Oui, je rigole, oui, je rigole, je te coupe, mais je te rends tout de suite la parole, t'inquiète pas, mais je te comprends. Cette ambiance, c'est malsain, les uns contre les autres, la jalousie générale. Et en fait, il y a plus société. Les gens font plus société ensemble. On devient une société américaine. On s'américanise. Et l'américanisation, c'est le cosmopolitisme qui aboutit aujourd'hui à malheureusement les uns contre les autres. Et on voit bien. On va pas vous refaire ici, Vivre aussi, c'est pas une chaîne politique, mais on a bien compris l'atmosphère, et vous avez bien compris l'atmosphère qui est en France, vous le vivez, nous on l'a vécu, j'ai aussi vécu en banlieue toute ma vie, d'ailleurs Sébastien aussi en partie, donc on comprend très bien. Bon, je te rends la parole, je vais pas la monopoliser, c'est ton entretien.
Oui, non, mais parce qu'on parlait du racisme, par exemple. La première personne, le premier copain que je me suis fait ici, il est africain, parce qu'il est francophone, et on s'est rencontrés dans la rue, et on a rigolé, et puis voilà, et maintenant c'est un copain. Alors que la même personne en France, il m'aurait sans doute regardé, déjà ils sont entre eux, parce que c'est des clans entre eux, et puis il m'aurait regardé comme un colon potentiel, parce que je suis blond aux yeux bleus, moi j'aurais regardé comme un marchand de drogue potentiel, parce qu'il a la peau colorée, et voilà, ici on s'est pas posé la question, parce que le blanc ici, c'est pas un envahisseur, c'est un libérateur, parce que les Russes sont en train apparemment d'agir en Afrique pour libérer je sais pas exactement quel est leur but, mais il y a vraiment une vision de l'islam, par exemple. Déjà, pour permettre de faire un point sur l'islam qui apparemment pose problème en France, il faut savoir que, petite anecdote, au Portugal, il n'y a pas par tradition, parce qu'il n'y a pas de frontière commune, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mer du moins entre le pays musulman et le Portugal. Ils sont très catholiques, c'était pas très riche jusqu'à présent, donc ça attirait pas d'immigration, etc. Il n'y a pas beaucoup de musulmans là-bas. Voilà. Mais il y a les mêmes problèmes avec les Brésiliens qui viennent, réfugiés. Et les Brésiliens, ils s'appellent tous Jésus ou Marie, c'est des bons catholiques, mais il y a quand même des problèmes. Donc le problème, c'est pas les musulmans, c'est une façon de monter les uns contre les autres, d'exacerber, de choisir. Oui, c'est ça, c'est insupportable. Et ici, les musulmans, mais j'ai repris de la boxe parce que quand on fait du sport, ici, c'est le paradis. Surtout les sports de combat, forcément, les sports d'hommes, pas bien. Combat, moi je suis désolé, j'ai la tête sur les épaules, je suis pas bagarreur pour dessous, j'adore la boxe et je peux même faire de la lutte, j'ai toujours rêvé d'en faire. Je me suis inscrit à un club de lutte. Mes profs ils sont musulmans et ils sont un Tchétchène et un, je sais plus, ils sont musulmans. Non, Daguestanais. Ma dentiste est du Daguestan et c'est des amis. Et même pour l'anecdote, une amie, témoin de mariage. Je suis son témoin de mariage, un témoin de son mari, ma femme est son témoin à elle. On va à la mairie, et en sortant, on va à l'église, non, je suis musulmane. Ah bon? On était amis, depuis... Il n'y a pas ça, Tu es russe. Après, si tu veux être musulman, hindou, homo, ce que tu veux, tu le fais, mais chez toi. Et c'est ça qui est fabuleux, il y a vraiment... il y a vraiment, c'est vraiment ce que je savais même pas que j'allais tomber là-dessus en Russie, mais c'est vraiment ce que j'ai fui en France, avec agréablement surpris par la société russe, voilà. Tout à fait par hasard, une fois encore, je regarde des informations françaises, ça défile sans que je demande parfois sur mon ordinateur, je suis pas très fort là-dessus. Je vois une interview qui intervient dans une émission, et la ancienne Miss France, et qui s'appelait Whisper, quelque chose comme ça, qui apparemment s'est fait agresser il y a pas longtemps. Et elle passe sur le plateau de Cyril Hanouna. Alors oui, je retiens son nom, parce qu'il est fabuleux. Et elle décrit son agression. Elle dit voilà, je rentrais chez moi, j'avais la main sur le lygiaphone pour appeler je sais pas qui. Et là, il y a quelqu'un qui s'approche et qui me dit, je la cite, elle me dit oh mademoiselle, vous êtes charmante. Et là, Cyril Hanouna, mais vous étiez pas obligé de l'imiter. Pourquoi? C'est bien ce qui s'est passé. Pourquoi on n'a pas... Il y a une espèce... Vous êtes en France, vous vous posez des questions sur une population, toujours la même, qui représente 80% de la population carcérale, 75% des fraudes aux allocations familiales, 80%. Et c'est tout, on ne demande pas plus, on n'est pas raciste, on n'est pas... C'est des faits, il y a un problème. Quand même, ça je l'invente pas, tout ce que je dis là c'est vrai. Je suis parisien, j'ai fini les 5 dernières années à Perpignan. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure sur la tête de mon fils que c'est vrai. On m'a parlé en France, dans mon pays, notamment la dernière fois à la caisse de Lidl au supermarché, on m'a parlé en anglais. Parce que j'étais blanc. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que j'étais pas un touriste. C'est quand même affolant. C'est un fait. Alors maintenant, lorsque j'ai fui, je me demande pourquoi les raisons profondes, parce que voilà, pour une place de parking, pour la queue dans un supermarché, ça peut partir en un regard de travers, ça part en bagarre, c'est insupportable. Moi, je suis pas comme ça. J'ai des enfants que j'ai envie d'élever dans une certaine atmosphère qui n'est pas celle-là. Et puis, déjà, vous regardez, ils sont en train de tout changer, réécrire l'histoire. On brûle des livres, on les réécrit. Là, j'ai vu récemment, c'est Superman maintenant qui est bisexuel. Alors, Blanche-Neige, alors elle se fait embrasser par le prince charmant. Alors, est-ce que le baiser n'était pas consenti? Est-ce un viol? Mais véridique.
on marche, ils ont Agatha Christie, les 10 petits nègres, ils ont appelé ça les 10 chances pour la France, ou je sais pas comment ils ont appelé ça, les 10 ça devient n'importe quoi, c'est l'homme qui fait un sourire à une femme, c'est un prédateur. Alors, on aurait retrouvé sur son ordinateur du contenu pornographique. C'est plus possible. Les exemples, il y en a 1000. Je peux pas. Il y en a 1000 les exemples, mais c'est plus possible. En fait, on va repasser sur des questions plus positives, mais il fallait bien évidemment dire certaines vérités. C'est ce progressisme, soi-disant progressisme, qui aujourd'hui, venu des États-Unis, parachève la destruction, l'américanisation de l'Europe et de la France. Et c'est pas un état d'esprit européen. C'est pas la concorde. C'est pas une vie paisible. C'est l'affrontement général. Et c'est assez amusant de voir ces gens-là, soi-disant, lutter contre ce qu'ils promeuvent. Mais bon, on fera certainement un jour, je ferai certainement un jour un audio dessus, parce que faut aller plus profondément là-dessus. T'as quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux dernières questions ? Rapidement, je sais que je suis un peu long, mais quand même, il fallait que j'en parle. Ce sont des faits que certaines personnes pourraient. Ce sont des faits. J'ai habité à Nantes pendant 3 ans pour des raisons professionnelles. On m'a volé ma moto, on m'a volé mon vélo, on a tagué mon mur, on a détérioré ma façade. Et la dernière personne avec qui j'ai travaillé, c'est la vérité, ce que je raconte. Hein. On l'a retrouvé égorgé dans la Loire. On l'a tué pour lui voler son téléphone portable. Ça, c'est à l'attention des personnes qui me disent « Tu vas en Russie ? T'as pas peur ?» Non. Voilà, ça, ce sont des faits. Et je suis, pour reprendre un peu avant qu'on passe sur autre chose, tu me demandais pourquoi je suis parti et pourquoi je suis là. Et comme Delphine Ernotte, présidente du CSA, qui maintenant est passée présidente des radios européennes, qui l'a dit clairement, l'homme blanc de plus de 50 ans, on n'en veut pas. Ben voilà, j'arrive à la cinquantaine, je vais y arriver un jour, je suis blanc, et la personne dont on ne veut pas, c'est remplacé par... J'écoutais, il y avait une candidate à la primaire écolo qui disait hommage à Jean-Pierre Belmondo, Jean-Paul Belmondo. Mais on n'a pas la même culture. Je suis plus chez moi. Je ne me reconnaissais plus en France dans l'architecture, la mode, l'humour, l'art, la musique, le cinéma, l'urbanisme. J'y arrive pas. Je suis plus chez moi. Je suis parti parce que je n'étais plus chez moi, et c'est pas ce que je veux transmettre à mes enfants. Voilà, pour les raisons profondes. Bon voilà, on va maintenant, ceci étant dit, je pense que d'ailleurs beaucoup des gens qui nous écoutent doivent penser la même chose, mais ici on est vivre en Russie, c'est Paris de la Russie, donc reconcentrons-nous. Après avoir dit quelques vérités, mais on va faire une transition très simple. Hein. C'est quoi la différence, selon toi, entre la France et la Russie ? Un mot, la liberté. Je m'explique. J'ai retrouvé ici des choses toutes simples. Par exemple, le permis de construire. Alors moi, je suis un petit peu... c'est un peu en contradiction avec ce qu'on pourrait croire me caractériser comme étant un capitaliste pollueur. Pas du tout. Pas du tout. Je suis très proche de la nature. Presque écolo, mais alors pas écolo comme on pourrait l'entendre en France, avec cette connotation politique. C'est des stéréotypes, les gars, ils ont tous les lunettes rondes, les cheveux, le pull en laine, ils puent la chèvre. Les bobos urbains qui te disent comment on vit à la campagne. Voilà, qui passent un coup de ripolin vert sur leur maison et se disent écolo, non, pas du tout. Qui pensent qu'on peut nourrir 6 ou 7 milliards d'habitants en mettant du persil sur son balcon et en faisant des ruches sur le toit de Paris. C'est pas ça. Non, pas du tout. Moi, mes parents j'ai commencé par un bac agricole avant de partir à l'armée, de faire du droit, du commerce. Et j'avais fait j'ai passé un brevet de technicien, un BTA. Et j'avais fait mon petit mémoire de fin d'année justement sur l'agriculture biologique. C'était encore les balbutiements dans les années 90. Et non, je suis très proche de ça. Eh bien, ici, c'est le paradis. Je prends par exemple les permis de construire. Je parle de liberté. J'ai fait construire ce qu'on appelle une dacha, une maison de vacances. Je cherchais sur des sites français des plans. La première chose que j'ai trouvée, c'est réglementation. Ben non, on se pose pas la question. Ici, tu veux construire, tu construis. On se pose pas de questions. Quand on a construit Notre-Dame de Paris, le Mont Saint-Michel, la cité de Carcassonne, les choses les plus belles du monde, est-ce qu'il y avait des architectes des bâtiments de France? Est-ce qu'il y avait des permis de construire? Est-ce qu'il y avait des CERFA numéro tatata? Pas du tout.
On construit, on a envie de construire, on construit. Tout ce qui est beau, ces petites cabanes dans les vignes qui permettaient aux agriculteurs, aux viticulteurs de se réfugier, ces petites maisons de pierre, sont magnifiques. Est-ce qu'on a... Non! Maintenant, on peut plus en France. Là, j'ai envie de construire. Le voisin, je vous avais dit que j'avais un appartement en Russie. Le voisin aime les oiseaux, pour l'anecdote. Eh ben, il a fait une maison en forme de hibou. Et il dort dans sa chambre, il a fait sa chambre dans les oreilles. Faites ce que vous voulez, la liberté, les feux d'artifice. En France, on a des feux d'artifice, ils sont tirés sur la police dans les cités. Ici, il y a des rayons de supermarché, vous achetez quasiment de la dynamite. Tous les soirs, il y a des feux. Moi, j'habite en centre-ville, tous les soirs, il y a des feux d'artifice. On est allé manger, Fabrice, on est allé manger ensemble chez une amie commune qui s'appelle Anna. Pour éviter les bouchons, et parce que je suis pas très à l'aise derrière un volant, je suis pas un casse-cou, même en France, j'ai jamais aimé conduire, j'ai acheté un scooter. Voilà. Par contre, les deux roues, j'adore. Je vais chez Anna, qui habite dans des barres d'immeubles, la cité de la Courneuve à côté, c'est Rigiki, des barres d'immeubles monstrueuses. Elle m'attend en bas de l'immeuble, je suis arrivé un peu avant toi pour cuisiner. Non, je suis marié, monsieur. Et elle m'attend en bas de l'immeuble et je gare mon scooter sur le trottoir et je cherche un endroit pour l'attacher. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je l'attache. Non, mais pourquoi faire? Je peux pas donner, c'est un millier d'anecdotes comme ça au quotidien. Je demande ma route, je vais voir, donc j'ai acheté un petit local commercial j'en parlerai tout à l'heure, pour faire un petit restaurant français. Je vais le voir, c'est dans le nord de la ville, je prends le tramway. J'avais jamais pris le tramway, d'habitude j'y vais en scooter. Là j'y vais en tram voir un petit peu comment mes clients peuvent accéder, peu importe. Et là je suis un peu perdu, je vais voir une jeune fille ravissante, ça c'est un peu le quotidien ici, qui était en train de manger des petits cookies. Voilà, dans un verre. J'arrive pour demander ma route, excusez-moi mademoiselle, j'arrive vers elle, j'ai pas ouvert la bouche, elle me tend le verre, vous en voulez? Mais la candeur, l'innocence. C'est pas des groupes de jeunes à casquette qui vont l'agresser. Oh, mademoiselle, excusez-moi, monsieur Hanouna, mais ce que j'ai entendu, je répète, pas du tout. C'est la sécurité, voilà. Vraiment, la sécurité, c'est ça c'est un sentiment, on sait pas parce qu'on l'a pas connu en France, mais Wesh gros. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un sentiment d'innocence, de candeur. C'est là. Pour ceux qui ont lu l'élève Gilles ou le Grand Maulne, un petit peu cette France du début avant la guerre de 14, où on sortait, on allait au puits chercher de l'eau, on se demandait pas la question si on allait se faire racketter, voilà. C'est un petit peu cette atmosphère qui flotte en cœur. Pour finir sur la différence entre la France et la Russie, je me suis assis, j'ai compté. Pour vous faire une idée, vous sortez en centre-ville de n'importe quelle ville de France, vous comptez le nombre de jeunes, on va les appeler les jeunes, à casquette, agressifs, avec un potentiellement conflictuel, et ces personnes, vous les remplacez par une jeune fille blonde de 20 ans en mini-jupe. Voilà. Et vous avez le cadre dans lequel on évolue tous les jours. Alors comme il y a comme il y a beaucoup de jolies filles, les hommes sont pas sur les dents, ce qui fait qu'il n'y a pas cette agressivité. C'est un tout qui fait que je suis bien. Pas si je suis heureux, parce que heureux je l'aurais été et je le serais si j'avais pu mourir dans la maison de mon grand-père en France. C'est pas une finalité d'être obligé de s'enfuir. Heureux, je sais pas, mes enfants le seront, je l'espère. J'essaie de leur donner cette identité, mais en tous les cas, je suis vraiment bien. J'ai trouvé la paix. Voilà. Pour terminer, on va reparler de Krasnodar, puisque nous habitons tous les deux à Krasnodar. Pour moi, tu es un panayechali, comme on dit, c'est-à-dire un nouveau arrivant, on va dire en quelque sorte, même si ça fait plus d'un an maintenant que tu es sur Krasnodar, mais moi je suis l'aïeux, on va dire, ici à Krasnodar. 13 ans quand même que je suis ici d'une manière stable. Alors pourquoi tu l'as évoqué au tout début, mais tu peux peut-être donner plus d'éléments et plus pratiques là, vraiment dans la vie du quotidien. Pourquoi Krasnodar, ses avantages et ses inconvénients? Alors les avantages. Pourquoi Krasnodar? Moi je connaissais pas du tout. J'en ai jamais entendu parler. J'étais à Saint-Pétersbourg quand j'ai compris rapidement que le climat n'allait pas me convenir. Même si c'est très joli, c'est amusant pour l'œil. C'est Versailles sur 30 km de long, mais ça va 5 minutes quoi.
J'ai regardé les informations, un petit peu l'actualité en Russie, enfin ce qu'on dit des villes de Russie, et j'ai vu une ville 5 années de suite qui était même sur les journaux européens classée numéro 1 en Russie par sa qualité de vie, le prix de l'immobilier, le marché de l'emploi, la sécurité, le climat, etc. Et les investissements financiers russes d'ailleurs. Et les investissements sans doute. Et je suis venu ici tout simplement parce que la vie est très agréable. Je peux le confirmer après plus d'1 an maintenant. J'ai passé un hiver donc j'ai tenu. Et puis effectivement, il y a quelque chose comme 20 000 habitants en plus par an, mais c'est magique pour celui qui veut investir. C'est bon au niveau des affaires. Là, c'est pas le sujet du jour. C'est pas un blog professionnel, mon activité professionnelle, mais je m'éclate. C'est un potentiel, c'est ahurissant, c'est affolant. Moi, en tant que businessman entre guillemets, je m'éclate. Et puis au niveau de la famille, ce que je viens de dire, j'ai acheté une Dacia. Les enfants, la petite elle faisait du poney, on va. Et pour la Dacia, on dit merci qui? Merci Madame Fabrice. C'est l'épouse de Fabrice qui est agent immobilier, qui m'a dégoté un terrain juste à côté de la ville. J'y vais en scooter, c'est un jet de pierre, et je suis en plein milieu de la nature. J'ai fait percer un puits. Enfin, c'est pas le sujet du jour, mais je suis heureux comme tout. Je fais mon potager, j'ai fait un petit chalet. Si, les gens, ceux qui sont sur Telegram. Si vous n'êtes pas sur Telegram, d'ailleurs, dans le lien en dessous, rejoignez sur Telegram, puisque tous les jours, on publie des choses sur la vie du quotidien, sur l'actualité en Russie. Et il y a eu quelques photos déjà de la Dacia, de Sébastien. Vous aurez bientôt des photos de Shashlik. J'imagine bien. De toute façon, il n'a pas le choix, il est obligé d'inaugurer, il est obligé d'inviter notre petite communauté résiliente de Français. Mais ça, c'est les avantages, mais quels sont les inconvénients pour toi? Les inconvénients, j'en vois qu'un, qui est peut-être lié à mon caractère et à mon activité professionnelle. Moi, je suis très rigoureux, très strict. Je ne supporte pas l'approximation. Je suis germanique, j'ai une formation juridique, j'ai passé pas mal de temps à l'armée, voilà. Et alors ici, c'est le sud, un peu comme le sud de la France. Hein. J'ai connu un peu les mêmes déboires à Perpignan. Quand j'avais rendez-vous, j'ai passé 2 ans dans l'armée franco-allemande. Quand l'obercolonel von Van Reich donnait rendez-vous à 7h pour le rapport, c'était pas 9h30 après la pétanque, avant la sieste, c'était 7h. Quoi. Moi j'ai été élevé comme ça. Et alors ici, c'est le sud, et puis je sais pas, caucasiens, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais c'est un peu léger dans les affaires parfois. Petite anecdote, mais c'est tous les jours, hein, c'est au quotidien. Je vais chercher une paire de souliers, j'achète je chose du 44, et je demande du 44, il n'y avait pas, il y avait du 39 peut-être, et il me sort les chaussures en 39, c'est pas un problème de conversion, c'est bien du 39. Moi j'ai que du 39, je vous les mets quand même, qu'est-ce que tu veux, voilà, ils se rendent pas compte, c'est pas méchant, mais vous avez pas 2 fois de suite la même chose dans les produits. Moi je cherche, j'investis, je travaille, je suis vraiment dedans tous les jours, hein. C'est dur, hein. Les rendez-vous, ils viennent pas, la grand-mère est malade, la voiture est cassée, c'est à peu près. Il y a pas, ça c'est peut-être plus généralement en Russie, mais même les Russes, là, je fais partie de clubs d'affaires, hein, ma femme dans les clubs d'affaires. Il y avait un organisateur qui organise des affaires, des conférences sur toute la Russie. Hein. Il est de Sibérie, le monsieur. Et il est allé parler à ma femme, il s'est tapé sur la tête, il dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver, il m'avait réservé une salle, elle n'est pas prête, il donne rendez-vous à telle heure, ils viennent pas, c'est impossible, c'est très très difficile, ils sont très légers. Oui, mais d'ailleurs, vivre en Russie, c'est une activité que vous allez découvrir au fur et à mesure, de plus en plus de contenu pour l'aide à l'expatriation, même des formations pour vous aider, mais également, je vais ouvrir un blog, un site, sur Krasnodar et donc et la région, et ce sera pour les gens pour découvrir d'ailleurs d'un point de vue culturel les paysages, mais il y aura une grande partie quand même business dessus, et ce sera l'occasion justement de parler de tout cela, mais c'est un inconvénient pour moi effectivement pour les Russes, mais c'est un avantage pour les gens comme nous en réalité, parce que quand on persiste, tu fais la différence très rapidement si t'es très pro, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que ça les qualités de les défauts de ces qualités, comme on dit en français. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il y a un potentiel énorme parce qu'il n'y a pas de professionnels. La nounou, j'ai des enfants, puis quand on travaille tous les deux avec mon épouse, on les emmène chez la nounou. La nounou, les nounous, et puis
aller aussi agent immobilier, puis si vous voulez, aller aussi dentiste, ou comme vous voulez. Enfin, mais c'est ça, elle tire les cartes, son mari fait de la rénovation, puis aussi de la mécanique, et puis ils font tout. Mais même dans les magasins, vous allez c'est pas impossible d'aller dans un bar qui fait aussi bijouterie et fleuriste, et ils font tout, ils se sous-louent des trucs. Il y a personne qui est professionnel parce qu'il y a pas. C'était des usines. Il y a encore 30 ans de ça, c'était que des usines. Ils ont pas notre histoire de notre expérience de l'artisanat, les compagnons du devoir. Ils ont pas. Même le commerce était interdit, c'était mal vu, interdit d'abord. Les compagnons du Tour de France, les compagnons du devoir. Ils ont pas ce conservatoire des gestes et des métiers, etc. Ils savent pas. Ils font du pain. Mon Dieu, ils rajoutent de l'huile dedans pour que ce soit moelleux, ils rajoutent de l'iode. Tiens, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je me demandais ce que c'était que ce pétrole. Sébastien est boulanger. Hein. Ce qui mettait en reconversion. Hein. Oui. Voilà. Entre autres boulangers. Après quelques années, j'ai fait un burn-out dans le monde des affaires. Je ne pouvais plus les réunions, les objectifs, la concurrence, le chiffre, ça m'apparaissait un peu absurde. Je suis allé à l'école de boulangerie de Paris, de boulangerie de pâtisserie de Paris, et j'ai appris enfin, à 40 ans, un métier qui me passionne. Et donc je fais le tour un peu des boulangeries ici. C'est une catastrophe, ils savent pas. Trouver un croissant sans rien à l'intérieur, il n'y a pas. Il faut qu'ils te fourrent du chocolat, de la confiture d'abricot, et dessus de glaçage, et par-dessus le glaçage du sucre glace, et par-dessus le sucre glace. Pour finir, rapidement, ça fait déjà longtemps qu'on parle, moi j'ai vu une panne de voiture, le réparateur, c'est véridique, hein, le copain mécano arrive, je pensais qu'il est arrivé avec sa trousse à outils, un caillou, un couteau, et la voiture est repartie. J'ai vu ça en Afrique, j'ai plusieurs fois en Afrique, j'aime beaucoup l'Afrique. Et voilà, c'est ça, c'est l'Afrique blanche hein, dans le monde du travail. C'est pas. Et pour terminer, puisqu'effectivement on a été très long, mais ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est ce que j'appelle moi les vrais, les autres sont les consommateurs. Et vivre en Russie, on cherche pas des consommateurs, on cherche pas à vendre à tout prix ce qu'on va proposer des formations et des services. On est là pour aider des gens, des vrais, qui ont une forte chance non seulement d'entreprendre, mais je dirais même pas s'intégrer, mais de s'assimiler en Russie, puisque telle est notre volonté. Et puis la petite communauté, pour ceux qui auraient choisi de vivre à Krasnodar, parce que la Russie, différentes possibilités pour tous les profils des gens. On cherche à faire venir des gens avec qui peuvent devenir des bonnes connaissances et des amis. Quel message, pour terminer, tu souhaites transmettre à ceux qui écoutent ce podcast? Un seul, c'est la raison, je l'ai expliqué dès le début dans ma présentation. Tout ce qu'on dit de négatif sur la Russie, c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est une histoire d'image de marque. Les États-Unis sont très forts là-dessus. Je les salue. C'est d'ailleurs j'ai été formé à l'école américaine, le management, un peu presse citron comme on dit, qui m'a fait faire un burn-out. Mais en termes de rigueur, c'est ce que je critiquais à l'instant et ce que je reprochais aux Russes, ce manque de rigueur dans le travail. C'est une image de marque, ils sont capables de vous faire passer un événement atroce, ils sont capables le génocide des Indiens, vous faire ça dans un sketch comique et vous le faire apprécier, faire passer des Vic-Roquettes pour un héros, etc. Ce qu'il était sans doute, hein, je ne dis pas qu'il y a des Vic-Roquettes, mais et au final, quand on entend le mot Russie, Kalachnikov, froid, ours, neige, c'est un film en noir et blanc, un jour de départ sur le quai d'une gare en Pologne, un jour de brouillard dans une déportation, c'est ça, dans l'esprit des gens, c'est ça, pas du tout, c'est New York dehors, il y a des grands écrans monstrueux dans les rues, il y a des gens qui ont les cheveux verts, qui se promènent en trottinette, en vélo, qui ont toutes les formes, c'est magique, c'est la musique dans les rues, c'est ça la Russie, c'est pas du tout. Alors l'image de marque, ils ont su... c'est sûr que, même moi, hein, c'est sûr que vous avez plus envie de traverser la route 66 en Harley Davidson en écoutant Elvis Presley que de traverser la Sibérie en Gigouli ou en Lada Niva. Voilà. C'est une question d'image de marque, c'est la guerre de l'image. Parce que bon, la guerre physique maintenant, elle est plus possible sans la destruction de la planète, à mon avis. Les forces nos positions sont trop puissantes. Et il y a une espèce de guerre commerciale, de guerre d'usure, de guerre de l'image. Et là-dessus, les Américains sont très très forts. Je les salue, je les admire là-dessus. Et c'est tout simplement une image de marque qu'on vous donne. Et c'est pas du tout ce qu'on entend. Régime autoritaire, le régime de Poutine, c'est pas ça du tout.
Pas du tout. C'est tout ce que je voudrais dire. Et puis pour les chefs d'entreprise, on fera peut-être un autre podcast, on verra. Mais ouais, je me suis pas du tout retrouvé perdu dans la signature des contrats, dans les actes juridiques, la sécurité juridique. Je pense qu'ils sont même plus carrés d'un point de vue juridique sur ça. Mais je crois qu'ils ont beaucoup copié le code Napoléon, le notariat français. L'administration, en tout cas soviétique et russe d'avant, c'est les Prussiens qui l'ont formé. Oui, non, mais voilà. Non, mais je suis pas là en tant que professionnel, j'ai pas été perdu dans. J'avais un peu peur en arrivant, placer un peu d'argent ici, mais non, pas du tout. Je vois pas de différence avec la France. Il faut encore chef d'entreprise dans les deux pays, pas du tout. Voilà ce que j'avais à dire pour conclure. Donc mon but c'était pas forcément de dire aux gens venez, je suis très bien ici tout seul. Tu me connais, hein. J'aime pas trop. Mais le message à transmettre, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé 45 minutes, c'est que ce qu'on vous dit c'est pas vrai. On n'est pas obligé d'aimer la Russie, je le conçois parfaitement. J'ai pas à dire ouais la Russie c'est super. Est-ce que j'ai le droit moi de dire oui la Russie c'est super? Non. Il se trouve que moi personnellement, à mon âge, avec mon capital, avec mon état d'esprit, avec mon orientation sexuelle, avec la taille de ma famille, etc. Je suis, oui, c'est vrai, beaucoup mieux en Russie, voilà. Vivant Russie, on va produire énormément de contenu. En novembre, on va revenir sur les avantages et les inconvénients, essentiellement, je pense, de la Russie, puis vraiment d'autres. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également, tous les jours, avec du contenu particulier et qui est diffusé simplement sur la chaîne Telegram, aller dans la description, cliquez, et d'ici là, das vidania. D'accord.